Bien, nous allons démarrer parce que nous devons finir à 17h. Et donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette troisième table ronde qui s'intitule Penser les mondes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et si je reprends le programme, nous avons pour commencer Loïc Corven ou Loïc Corvin, je sais pas, vous me direz. Corven. Qui est doctorant, qui fait sa thèse sur le pass culture. Alors je suis très vague, pourrais préciser si nécessaire. Et qui est membre du GRANEM, le groupe de recherche angevin en économie et management. Et je demande à chaque intervenant ou intervenante de se limiter à 10 minutes afin qu'on puisse terminer dans les temps. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour cette invitation et merci pour l'organisation de cette journée. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le projet EPAC, dont ma thèse fait partie, et qui intervient donc dans cette troisième table ronde. Alors, on va rapidement faire une introduction où je vais parler de moi, du contexte, on va parler du projet EPAC, puis ensuite on va conclure. Donc je suis Loïc Corven, donc je suis un doctorant en économie de la culture. Je fais ma thèse sur la consommation des biens et des services culturels au travers de la plateforme Pass Culture. J'ai commencé ma thèse en novembre 2022. Et donc elle est intégrée au projet EPAC, expérience du Pass Culture, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ça parle du Pass Culture. Mais d'abord, le Pass Culture, c'est quoi? C'est une politique française qui a été mise en place en 2019. C'est de 20 à 30 euros pour les 15 à 17 ans. 300 euros à l'année de 18 ans, c'est vraiment la mesure principale. C'est une politique culturelle qui est basée sur la demande, alors qu'avant, la politique culturelle française était principalement basée sur la subvention de l'offre. Donc là, on a véritablement un changement de paradigme qui va être assez intéressant à étudier. Et enfin, le Pass Culture, c'est aussi une plateforme numérique biface, donc qui va regrouper à la fois les demandeurs et les offreurs de culture, qui vont se regrouper sur cette plateforme et qui va être assez intéressant d'étudier puisque c'est une nouvelle vision de l'approche de la culture qui est mise en place à travers cette politique. Les objectifs du Pass Culture, ils sont divers. On a favorisé l'accès à la culture, renforcer et diversifier les pratiques culturelles et mettre en avant la richesse culturelle territoriale. Donc là, on vient à se poser une question, c'est le Pass Culture, est-ce qu'il remplit ses objectifs dans les Pays de la Loire et comment il s'intègre dans la dynamique culturelle régionale. Donc le projet EPAC, pour lequel je fais partie, c'est un regroupement de plusieurs chercheurs dans plusieurs disciplines, donc vraiment pluridisciplinaires, notamment en sociologie, en économie, en sciences de l'information, en géographie. Ils sont issus majoritairement de l'université d'Angers, de Nantes. On a aussi des chercheurs de Rennes qui participent. C'est deux porteurs, Madame Langeard Chloé et Hubertin Béatrice. Et donc ça a été financé par la MSH Ange Guépin dans le cadre de ces appels à maturation. Donc ça, c'est un premier temps, puis dans un deuxième temps, il y aura du coup un appel à recherche ANR qui sera mis en place. Donc les objectifs du projet EPAC, il y en a 4. Le premier, c'est d'étudier les usages et les impacts du positif, donc du Pass Culture, sur les pratiques culturelles des jeunes. Donc on va regarder à la fois comment ils adhèrent à cette politique culturelle et comment ils se l'approprient. Est-ce qu'il y a un effet d'aubaine où les jeunes vont bénéficier mais ne vont pas changer de pratique culturelle, ne vont pas diversifier leur consommation et donc ne vont pas forcément s'ouvrir vers la culture régionale, ou au contraire, est-ce que cette politique va permettre une mise en avant de la culture régionale et donc de changer un peu ces dynamiques culturelles. Donc pour répondre à cette première dimension, on va du coup réaliser un questionnaire sur l'adoption de la politique et l'impact du dispositif sur la consommation culturelle. Voilà, pour vraiment comprendre à la fois le côté adhésion et impact sur la dynamique culturelle. Il y a aussi une deuxième dimension qui est très importante, c'est comment les acteurs culturels s'approprient cette politique. À savoir, est-ce qu'ils ont plutôt tendance à proposer des produits dont ils savent qu'ils vont marcher, donc plutôt issus du star system, pour une rentabilité vraiment plutôt économique, ou est-ce qu'ils vont plutôt jouer le jeu et donc proposer de la culture plutôt locale qu'ils vont proposer au travers de cette plateforme et qui vont promouvoir. Donc pour répondre à cette deuxième dimension, il y a des entretiens qui sont du coup mis en place avec les structures culturelles pour vraiment comprendre les enjeux qu'il y a derrière. En fin de compte, il y a un vrai effet dynamique et cercle vertueux si les demandeurs et les offreurs de culture proposent de la culture régionale et demandent,
il en résulte une certaine dynamique qui pourrait être intéressante. Le troisième, du coup, objectif du projet EPAC, c'est vraiment d'étudier la performance, la réception et la découvrabilité de cette offre, enfin de cette plateforme numérique. Donc c'est assez nouveau qu'un État, qu'une politique utilise une plateforme numérique pour recréer un marché où on va avoir les offreurs et les demandeurs. Et donc, comment s'opère la découvrabilité des offres culturelles au travers de cette plateforme, du contenu culturel, comment aussi se met en place l'éditorialisation des offres. C'est cette plateforme qui va déterminer ce qu'on peut acheter avec le pass culture ou non. Alors, j'ai peut-être pas précisé au début, mais du coup, les 300 € par exemple que les jeunes ont à 18 ans, ils vont pouvoir le dépenser uniquement sur cette plateforme. Donc, ils vont aller sur la plateforme, regarder les offres qui leur correspondent, les acheter à partir de cette plateforme. Donc, il y a une vraie question d'éditorialisation, donc à savoir un peu comment sont proposées les offres culturelles sur cette plateforme. Donc là, il y a une enquête qui a été mise en place par les étudiants de M1 de l'Estua. Donc on a vraiment une dynamique, une collaboration entre étudiants et chercheurs dans ce projet qui est très intéressante, je trouve. Et enfin, du coup, la quatrième dimension, c'est vraiment l'action publique et la mise en place de recommandations à partir des éléments qu'on aura trouvés sur la partie offre, sur la partie demande et sur la partie performance du dispositif digital. Pour conclure, pour rester rapidement dans les 10 minutes, ce sera une conclusion un peu plus générale que ce projet permet de mettre en évidence, c'est que les sciences humaines et sociales, c'est un outil d'évaluation des politiques publiques. Ça permet vraiment de mesurer l'effet d'une politique menée afin d'éclairer les décisions, et c'est un point qui me tient à cœur particulièrement. Ça permet de rendre les politiques particulièrement plus efficaces, et on se rend compte qu'en fait c'est un cercle vertueux entre chercheurs et politiques. Les chercheurs vont pouvoir étudier les politiques, et les politiques vont pouvoir aussi écouter les chercheurs pour pouvoir améliorer les politiques mises en place et les rendre plus adéquates. Donc dans le cadre du projet EPAC, l'étude de ce pass culture, grâce au projet, ça va permettre de mieux appréhender la transformation des politiques culturelles, donc notamment avec cette plateforme numérique, et d'éclairer du coup les décisions ensuite politiques culturelles pour mieux les appréhender et les rendre plus efficaces afin de proposer une culture plus diversifiée et ouverte à tous. Merci pour votre écoute. Eh bien, l'exposé suivant. Alors, l'exposé donc concerne le dictionnaire politique d'histoire de la santé et qui associe pédagogie, valorisation, recherche et participation, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Nous allons faire cette présentation de manière conjointe. Donc, Dicopolis, c'est quoi? C'est le dictionnaire politique d'histoire de la santé. C'est donc un dictionnaire en ligne, hébergé par le Mans Université. Et quand on parle de dictionnaire, c'est ce qu'on sous-entend. C'est des entrées qui sont classées par lettres, et une entrée est égale à une notice, comme vous le voyez ici. Ce projet a été lancé en mars 2020 et porté par Hervé Guillemin, qui est professeur d'histoire contemporaine à Le Mans Université et le directeur de publication du Dicopolis. Le projet a été soutenu par Le Mans Université, le laboratoire Thémos dans Monde Société, le réseau historien et historienne de la santé, ainsi que l'agence du service civique. Comme je l'ai dit, je suis actuellement en service civique pour l'Université du Mans, et ma mission, c'est d'être secrétaire de rédaction du Dicopolis. Donc, Dicopolis, c'est une plateforme web académique qui est à la fois pédagogique et contributive. Elle est donc dédiée à l'histoire de la santé dans sa dimension politique et sociétale. C'est un outil de pédagogie dans le département Histoire de Le Mans Université, et ça, Marie va vous en parler juste après. La finalité du projet Dicopolis, c'est de devenir un outil de référence dans le domaine de l'histoire de la santé, mais aussi un outil de valorisation de la recherche et de vulgarisation de l'histoire du corps et de la santé pour un large public. On traite de sujets extrêmement variés qui vont des épidémies au clitoris, de séries télévisées comme Urgence aux lois interdisant le cannabis. Tout ça reflète en fait notre approche très large du terme de santé. Comme je vous l'ai dit juste avant, le dictionnaire est organisé par ordre alphabétique, mais aussi par ordre de publication et par catégorie. Donc on a les maladies, les acteurs du champ de la santé, les événements, les lieux et institutions,
les concepts, les objets, les pratiques et les parties du corps. Les notices sont en fait dans un format très court, 5000 signes, donc c'est à peu près lisible en 3 minutes. Elles sont accessibles au grand public, synthétiques et lisibles sur téléphone ou sur ordinateur. Et elles sont diffusées sur nos réseaux sociaux. On publie en moyenne 2 notices inédites par semaine sur le dictionnaire. Alors, les fondements de cette valorisation scientifique. Tout d'abord, il y a le projet d'Hervé Guillemin de faire une histoire de la santé et du corps pour prolonger en fait sa démédicalisation, c'est-à-dire de créer un dispositif de valorisation hors des cercles médicaux. Donc les historiens universitaires peuvent proposer une vulgarisation qui est exigeante hors des cercles médicaux. Donc ça passe par l'exploration de nouveaux supports du discours historique. Donc ça peut être des documentaires, ça peut être des spectacles, comme le spectacle de la compagnie À la tombée des nues, qui a été présenté à la scène Ève de Le Mans Université l'année dernière sur en fait l'histoire de la santé sur un ton très large, qui était très intéressant et qui a été montré aux étudiants. Ça peut passer aussi par la mise en place de podcasts, d'expositions en ligne, de nouveaux supports. Finalement, le Dicopolis, c'est qui? Alors, c'est qu'on a dit, c'est un outil collaboratif et participatif. C'est à la base un atelier de recherche pour les étudiants de M2 qui a été inauguré en mars 2020, donc en plein confinement. Vraiment une période où on vit pleinement l'histoire de la santé. Mais on a une équipe autour de nous qui nous permet de mettre en place des supports numériques, notamment Axel Pitrou, qui est chargé d'intégration de projets numériques et communicationnel à Le Mans Université, que vous voyez au premier plan sur la première photo, qui s'est occupé de la conception du site. Donc vous voyez aussi que progressivement l'équipe s'étoffe. Donc la première équipe était surtout composée d'étudiants de master, l'année 2019-2020. Et puis enfin l'équipe s'agrandit d'année en année. Pour la saison 2020-2021, la saison 2, elle s'est ouverte à des étudiants de 2e année et de 3e année de licence d'histoire au Mans, ce qui permet de les intégrer pleinement dans le projet. Et puis progressivement, l'équipe s'ouvre aussi, évolue avec la mise en place de stages pour les étudiants de master, mais aussi le service civique, comme Anaïs l'a présenté tout à l'heure, et la mise en place de partenaires et d'ambassadeurs dans des pays étrangers, puisqu'on est élu à l'international, qui vont se charger de relayer nos notices et de travailler conjointement ensemble. Les étudiants sont les acteurs directs du projet, puisque c'est un travail collaboratif, ce qui permet d'avoir une équipe assez vaste avec différentes missions pour chacun. On a notamment la prospection de sujets pour les étudiants, la relecture, l'édition, la correction, la publication, la valorisation et la communication sur ces notices, et enfin les outils de recherche qu'on peut mettre en place. Finalement, le Dicopolis est organisé par pôle. Comment fait-on une histoire politique de la santé? Eh bien, en fait, la spécificité du projet Dicopolis, c'est qu'il est organisé, c'est une sorte d'hybridation en fait entre un objet pédagogique, et un projet scientifique, puisque pour le volet pédagogique, on intègre pleinement les travaux des étudiants, notamment les travaux de TD, des étudiants de L2 et de L3. L'objectif, c'est de les faire publier des notices. Avec donc en amont un travail de lecture et de synthèse de travaux, puis des travaux publics, des travaux écrits par ces étudiants, avec une aide à la recherche et une aide aussi à la rédaction, qui est très importante pour eux, avec des feedbacks réguliers, des remédiations, etc. Les étudiants contributeurs qui veulent s'investir davantage peuvent intégrer l'équipe l'année suivante et rejoindre le volet pédagogique du projet, ce qui leur permet de développer de nouvelles compétences qu'on a vu dans la diapo d'avant, notamment des compétences en matière d'édition, du travail collectif, et aussi l'entretien avec les historiens et historiennes, puisque on peut aussi les intégrer dans l'équipe podcast. Voilà, on a aussi des compétences en recherche iconographique, en communication, en montage vidéo et en réalisation d'expositions ou de podcasts, comme je l'ai dit. On va en parler plus précisément
tout à l'heure. Et enfin, c'est un projet scientifique puisqu'il est à la pointe de l'historiographie en histoire de la santé et du corps, mais aussi de la psychiatrie notamment. On a des sujets très liés à l'actualité, des sujets sur le corps, sur les femmes. C'est des sujets qui marchent beaucoup, qui sont très lus. Et on a aussi donc la participation de chercheurs, de doctorants, de docteurs, ce qui permet d'avoir un outil exigeant. Le choix des réseaux sociaux, c'est vraiment une adaptation permanente depuis le début du projet d'Icopolis. Pour le moment, on a créé 5 réseaux sociaux dédiés au Dicopolis, avec 3 principaux, qui sont le Facebook, le Twitter et l'Instagram, mais on a aussi une chaîne YouTube et on a créé il y a peu un compte Mastodon. Donc pour le Facebook, c'était vraiment notre premier réseau social, c'était pour permettre le repartage de nos notices sur des groupes privés dédiés à certains champs de la santé ou à des institutions. L'Instagram, il est plus jeune, ça sert aussi d'outil dans le cadre de cours, parce que ça permet de faire des quiz en lien avec les cours que suivent les étudiants. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont abonnés à l'Instagram. Pour ce qui est du Twitter, c'est un réseau très institutionnel, donc il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes dessus, ce qui permet donc le repartage de leurs notices directement. Et enfin, sur YouTube, on avait fait, il y a au début, de longues vidéos, entretiens avec des historiens et des historiennes qui marchaient pas forcément très bien. Donc on a changé le format qui est passé en fait seulement en audio avec le podcast et on est en train de réfléchir à créer un nouveau format vidéo qui sera en fait disponible sur un futur TikTok avec des vidéos courtes qui reprennent les notices déjà publiées. Donc tout ça pour vous dire et pour vous montrer que le projet évolue constamment depuis son inauguration. Par exemple, on a lancé donc le podcast La Piqûre de Rappel, qui est un projet d'abord porté par 3 étudiants, donc Salwan Bendris, Thomas Lebouc et Simon Peverelli, qui étaient des étudiants qui sont d'ailleurs en master MEF et en master recherche encore, qui ont lancé ce podcast avec des sujets touchant au corps, à la santé. Donc c'est toujours le même objectif et la même conception de ce thème large de santé. On y traite surtout des sujets d'actualité, donc des choses sur les déserts médicaux, sur la consommation de la viande, sur le cannabis, sur les stérilisations masculines ou encore sur le postpartum. Ces podcasts prennent la forme d'entretiens avec des historiens et historiennes, toujours dans l'objectif de rigueur scientifique de cet outil, et ils sont publiés sur toutes les plateformes, donc disponibles à l'écoute de manière assez large. Ce podcast est aussi en partenariat avec Non-Fiction, qui est un média participatif, une revue scientifique et un espace de rencontre et de débat. Ce partenariat est lancé en 2022. Donc il y a eu d'autres évolutions depuis le début du projet. Le podcast, c'est un de nos principaux. Mais on a aussi lancé une version en anglais de notre site. Donc directement sur la page d'accueil du dictionnaire, on peut passer le site en anglais et découvrir des notices directement écrites en anglais ou traduites du français vers l'anglais. On a aussi directement sur la page d'accueil du site un espace d'exposition numérique. Donc c'est des expositions virtuelles qui sont accessibles en ligne, qui font lien avec des acteurs locaux du soin comme le PSM ou le centre hospitalier du Mans. Et enfin, il y a un projet de recherche qui a été lancé cette année, qui va prendre la forme de séminaire en ligne sur l'histoire de la santé a-t-elle une fin ? Et il commencera par une séance introductive de travail en juin prochain. Alors, pour conclure et résumer un peu cette intervention, le projet d'Icopolis permet de porter à la connaissance du grand public une histoire exigeante de la santé, parce que vraiment notre objectif, c'est pas de parler seulement aux historiens et aux historiennes, aux étudiants d'histoire, c'est vraiment de parler à tout le monde et de rendre ça accessible. Le projet a aussi permis la création de nombreuses ressources pédagogiques et l'acquisition de nouvelles compétences pour les étudiants membres de l'équipe et du département d'histoire du Mans. Il a aussi permis la transformation totale de l'évaluation et du travail universitaire dans le département Histoire du Mans.
et ainsi que la reconnaissance dans le champ académique qui a permis de créer une forme de réseautage entre historiens et historiennes de la santé à travers donc la diffusion de nos notices, à travers les ambassadeurs. Donc Dicopolis, c'est vraiment un projet participatif qui est innovant, qui est pédagogique et qui est aussi de société et qui regroupe à la fois les étudiants, les étudiantes, les universitaires, dont la diffusion est vraiment large public. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir l'exposé suivant, enfin d'accueillir la personne qui va ouvrir l'exposé suivant, qui est Patricia Lochkin, si je prononce bien, Le Mans Université, et qui est professeure de littérature française du XVIe siècle et membre du Trois Lames, si je ne me trompe pas. Non, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. À la fin de mon exposé, donc, j'accueillerai Isabelle Audras et Reza Mirsami, donc, qui pour quelques minutes feront la transition avec le premier sujet qui n'a pas pu passer, paysage, expérience imaginaire en parcours de mobilité, puisqu'il y aura quelques liens possibles, disons, avec le sujet que je vais présenter. Donc moi, c'est une exposition qui a un double volet, physique et virtuel, qui a été développée déjà il y a un certain temps, 2018-2019. Mais le fait est que le site, il y a eu beaucoup de bugs. Il n'y avait pas un concepteur au départ qui était spécialiste. Du coup, on s'y est attelé de nouveau cette année, du sorte que le projet, pour sa part virtuelle, n'est pas complètement fini. Et il a donc maintenant aussi un nom de domaine facile à trouver. C'était au départ sur le portail Enjeu, et à partir de cette adresse, on le retrouve sur le portail Enjeu. Alors c'est un projet donc collectif qui mêlait des permanents et des précaires, pour reprendre donc un thème qui a été abordé tout à l'heure. Donc un projet de médiation scientifique développé sous l'égide du programme régional Enjeu, donc pendant 18 mois. À partir d'un budget dévolu spécifiquement à la vulgarisation scientifique. Les chercheurs donc étaient majoritairement donc en lettres et langues et spécialistes de siècles anciens. Alors cela a donné lieu donc à un site sur Omeka très fourni, dont les fonctionnalités donc sont en cours d'amélioration, donc avec plus de 50 unités thématiques. Donc c'est de la vulgarisation exigeante, comprenant plus de 300 illustrations, donc très riche collection iconographique, tableaux, dessins, cahiers, livres, cartes, mais aussi des extraits sonores de 2 minutes environ qui sont à écouter sur le site et qui ont été interprétés par un spécialiste de la lecture sonore, et également des outils pédagogiques, mots-clés, galeries sur des personnages, comme ici Leon Battista Alberti, et puis des ajouts ludiques que vous voyez également ici, cahier de coloriage, jeu de loi. Donc ça, c'est pour la part virtuelle, j'y reviendrai. Et puis pour la part physique, l'exposition, elle est en ce moment dans le hall de la MSH. Elle a pas mal circulé. C'est une expo donc itinérante avec 5 panneaux mobiles à l'esthétique très travaillée, avec un prestataire que nous avons sélectionné et qui nous a donné toute satisfaction. Ces petits panneaux, donc petits, sont assez grands, mais n'étant qu'un tout petit échantillon évidemment du travail réalisé sur le sujet. Alors pour revenir à la problématique qu'on a déjà un petit peu travaillé tout à l'heure, on parlait de transition, ou de transformation, ou de grandes tendances actuelles, ou de changement de paradigme. Eh ben nous nous sommes intéressés en fait à la place du livre, du texte, des traditions et des traductions pour l'accès au savoir,
en mettant en miroir les transformations d'aujourd'hui, en tout cas en essayant de susciter une réflexion sur ces transformations, en les mettant en miroir avec le livre ancien, avec des débats et polémiques du passé sur les buts et les méthodes de l'éducation, et sur les tâtonnements passés sur ces sujets, parce que je préfère le mot tâtonnement à celui d'échec qui a été employé par Madame Soutani, parce que qui sommes-nous pour dire de ce qui était échec ou pas? Ça suppose de se mettre dans une position de surplomb, ce que nous voudrions absolument éviter en tant que historien. Donc nous ne proposons évidemment pas des solutions, mais plutôt des mises en perspective de grands problèmes ou de grandes tendances à partir d'objets qui ne sont pas donnés, mais construits par la recherche. Et le choix que nous avons fait, donc, c'est une exposition, en tout cas pour le site, qui s'adresse à l'ensemble de la personne, c'est-à-dire aussi à l'ouïe, à la vue, et pas seulement à l'intellect. Alors le choix du sujet, c'est une manière de parler autrement de l'humanisme, pas l'employer comme un mot creux, juste une coquille vide, mais de montrer donc que ce mouvement est en prise avec des interrogations actuelles sur le rôle de l'école, sur le but de l'éducation, dressage ou épanouissement de l'enfant, sur la place du jeu et du sport, sur la morale à l'école, sur le divorce entre enseignement théorique et enseignement pratique. Tout ça remonte au XVIe siècle. Et puis sur des sujets plus politiques aussi, le respect de l'autorité, l'éducation des filles, la question de l'école sanctuaire ou caisse de résonance des divisions confessionnelles. Nous sommes en plein essor de la réforme. Donc à nos yeux, pour mener un projet de vulgarisation exigeante, intelligente, eh bien cette exploration archéologique n'a rien de gratuit et encore moins de nostalgique. Elle doit servir à mettre en perspective notre manière de concevoir l'éducation des garçons et des filles en regard des premières pierres posées au seuil de la modernité, la période qu'on appelle Early Modern France, quand des pédagogues se sont mis à réfléchir sur le bien-être de l'enfant et des artistes à représenter son monde et ses jeux. Et nous avons pris comme fil rouge de l'exposition Bruegel que vous voyez en arrière-plan de tous nos visuels. Alors la structuration du propos, 3 grands chapitres plus un chapitre purement sonore. L'enfant, un être à former, c'est sur les principes éducatifs qui ont guidé les humanistes dans leurs entreprises de réforme éducative, où la place du livre est centrale, pas n'importe quel livre, où on met en valeur les auteurs de l'Antiquité, ce qui évidemment fait réfléchir au moment aujourd'hui où on a effectivement mis tout cela à la poubelle. Est-ce que c'est pas un peu dangereux puisque depuis le XVIe siècle, on a construit le savoir et la culture autour de l'Antiquité. Deuxième partie, les collèges, c'est sur les lieux, et en particulier les lieux des Pays de la Loire, avec un chapitre sur donc les écoles ligériennes, la prestigieuse Académie de Saumur, protestante, l'école de la Flèche, où Henri IV a autorisé la création d'un collège jésuite, l'ancien collège de l'Oratoire du Mans, qui est devenu le lycée Montesquieu, où nous avons fait l'exposition. La question de l'alphabétisation, qui est en plein essor au XVIe siècle, à partir des années 1500, après la guerre de 100 ans, on est dans une époque de relative prospérité économique. Et puis, troisième partie, des régents et d'anciens élèves témoignent. Eh bien, c'est un focus donc sur des personnages et en particulier certains liés à la région, comme les frères Gréban, qui viennent du Mans, auteurs de mystères médiévaux, Ambroise Paré, Ronsard, Descartes, ce qu'ils disent sur leurs précepteurs, en leur rendant hommage, ou au contraire pour dire comment ils ont détesté l'école. Donc voilà ce qu'on englobe sous le terme d'enfance humaniste. Alors les objectifs, j'en ai là sérié un certain nombre. Valoriser les riches fonds patrimoniaux locaux, régionaux, qui sont vraiment sous-exploités à nos yeux.
Parce que pour les exploiter, eh bien, il faut connaître quelque chose de l'histoire du livre, il faut parler comprendre en tout cas un petit peu du latin, il faut savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a sous la main, si c'est des choses très courantes ou au contraire très rares, etc. Deuxième objectif, approfondir nos connaissances, nous confronter nous à des pièces originales, apprendre collectivement, c'est-à-dire améliorer nous aussi nos compétences pour produire une réalisation attractive à partir de sources savantes. Donc savoir exploiter à bon escient les fonds locaux, mais aussi toutes ces très riches collections en ligne qui existent aujourd'hui. Gallica, IRARA en Suisse, BSB à Munich, etc. En choisissant donc la voie de la vulgarisation scientifique et non pas de l'exposition savante. Donc les principaux fonds que nous avons exploités viennent de la bibliothèque Louis Aragon du Mans, d'Angers, et la bibliothèque du Prytanée de La Flèche, et la bibliothèque municipale d'Angers et le lycée Montesquieu du Mans. Alors, ce sont des livres qui ont pu appartenir donc à des professeurs, d'illustres professeurs, et à ce moment-là, ils sont annotés. Ça peut être des premières grammaires hébraïques, ça peut être des imprimés très courants, comme ici un handbook, donc anglais, voilà, un abécédaire, des grammaires grecques, des livres de fables, etc., hein, que nous avons mis en valeur dans ce travail collectif. Donc nous nous considérons à ce moment-là comme des passeurs, en fait, des gens capables d'avoir accès à ces livres auxquels voilà, pour beaucoup de gens ça ne leur parlerait pas vraiment, et capables de les mettre en perspective et de les rendre en tout cas compréhensibles leur intérêt pour un plus large public. Troisième objectif, propager le savoir, stimuler la curiosité. Donc l'exposition, elle a circulé donc physiquement dans pas mal d'endroits, la BU du Mans, la Nuit des chercheurs, le lycée Montesquieu, le CSR de Tours, à l'étranger sur un modèle plus réduit à Poznań en Pologne. Et puis elle a eu un certain rayonnement. Là, c'est une liste de certains sites qui y renvoient. Quatrième objectif, nourrir les recherches savantes, parce que je ne l'oublie pas non plus, avec quelques exemples. Donc une école d'été qui va avoir lieu là en juillet sur le maître et l'élève de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, avec qui donc je suis en contact. Et puis là un colloque qui a eu lieu, une journée d'études qui a eu lieu ici sur le savoir des femmes. Donc quelqu'un qui avait participé à notre exposition. Et enrichir les débats contemporains dans la société, montrer que par exemple des choses qui semblent tomber sous le sens, ont vu le jour à ce moment-là, au XVIe siècle, comme la division en classes de l'école qui permet une progression, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le XVIe siècle. Et puis que d'autres réalités concernant les contenus éducatifs se sont éloignées de nous. Et ça nous questionne. L'omniprésence du latin partout, y compris dans la cour de récréation. La valorisation donc des langues anciennes, qui est aujourd'hui complètement dévalorisée. La place dévolue à la grammaire, là encore c'est un problème aujourd'hui, ou à la rhétorique, donc à la parole. On parle beaucoup d'éloquence, en fait. Donc essayer de connaître notre passé nous aide évidemment à nous orienter plus largement, évidemment, le rapport au langage et au livre. Alors, je finis juste sur les moyens humains. Donc, voilà la liste des chercheurs qui ont participé. C'était une recherche collaborative et pluridisciplinaire. Donc, à cette époque-là, nous, on n'a pas trop pensé aux réseaux sociaux. Hein, donc, je vois qu'on construirait plus ça de la même manière non plus aujourd'hui. Donc, la cheville ouvrière, c'était une postdoc qu'on a pu recruter à ce moment-là. Spécialiste du XVIe siècle, qui a continué une belle carrière, mais toujours sur des postes précaires de postdoc, hein, il faut le dire. Et puis donc les rédacteurs de notices, donc il y avait elle et puis nous tous, dont Isabelle Trevisani qui a parlé tout à l'heure, donc des enseignants-chercheurs donc en humanité au sens large, qui n'étaient pas spécialistes d'histoire de l'éducation en tant que telle,
mais qui rencontraient ces problématiques dans leur recherche. Et puis spontanément, ce qui nous a fait très plaisir, c'est que des gens se sont joints à nous. C'est-à-dire ont connu notre travail et ont voulu y participer, des doctorants, des professeurs du secondaire, et il y avait aussi 10 correspondants étrangers, membres du conseil scientifique, voilà, et puis des prestataires pour le site, pour la lecture sonore et pour la question des visuels et l'esthétique. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole donc à mes collègues. Voilà, du Crène et du Trois Lames. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Aude Bretonnier nous a contacté il y a quelques dizaines de minutes pour faire part de son empêchement et vous présente ses excuses, bien évidemment. Et avec Isabelle, on s'est dit, bon, en quelques minutes, on va vous parler quand même de ce projet dont l'enjeu est autre. Mais l'exposé ne sera pas aussi construit que celui de Patricia tout à l'heure, bien évidemment. Mais quelques mots pour vous présenter ce projet qui a obtenu un financement dans le cadre du projet amorçage de la MSH Ange Guépin pour faire un panorama, disons, du paysage linguistique dans la région. C'est un projet coporté donc par Aude Bretonnier et Valentin Fossi de l'Université d'Angers et collaborent à ce projet plusieurs collègues de 3 laboratoires, au Mans, Trans-LAM, Crène et à Angers, le laboratoire CIRPA. Et donc, en 2 mots, avant de laisser la parole aussi à Isabelle, dans un premier temps, il a été décidé pour rendre compte de ce panorama linguistique et du paysage sonore en région, de mener une enquête auprès des étudiants. C'est un choix, hein, parce que sinon, ça aurait été impossible de pouvoir en dresser un état même provisoire et fragile, disons. Donc, le retard a été constaté parce que il faut des accords de services juridiques pour pouvoir contacter des étudiants de la région, avoir des autorisations pour les enregistrer, diffuser, etc. Donc, cette étape va arriver à son terme, à la suite de laquelle étape on va s'intéresser, en tout cas pour ma partie, moi je suis linguiste, on va sélectionner quelques langues représentatives à la suite de ces enquêtes pour faire une sorte de miroir entre ces langues et le français, langue avec laquelle ils sont en contact au quotidien. Quelles sont les difficultés et les insécurités linguistiques qu'on peut rencontrer en fonction de ces langues. Et partant de là, d'autres axes de recherche. Merci Reza. Alors, pour compléter, ce panorama en construction, ce panorama sociolinguistique en construction des Pays de Loire, on cherche à l'explorer à travers l'expérience langagière plurilingue en se posant la question. Donc là, je reprends les termes qui ont été mis dans le résumé sur en quoi la pluralité linguistique peut aider ou freiner, faire société. Voilà, pour faire également ce lien avec la thématique qui nous rassemble cet après-midi. Et cette question-là, on va l'explorer également à travers 2 angles. Donc, cette expérience langagière plurilingue, on va l'explorer à travers 2 angles, notamment l'angle d'un dialogue entre corpus littéraire et biographie langagière pour davantage comprendre, connaître, observer comment se passe cette pluralité linguistique lorsqu'elle est confrontée à des contextes fortement marqués par des idéologies monolingues, où se pose la question de la variété du français notamment, et également sur marqués également par des situations de mobilité, migration, qui vont justement mettre en jeu cette pluralité. Donc cette partie, ce second axe, il est bien sûr ancré dans les Pays de Loire, mais il va aussi explorer d'autres imaginaires et littéraires en dehors des Pays de Loire, francophones, mais qui peut aussi avoir un lien ou un ancrage avec les Pays de Loire. Et le 3e volet, il est lié à cette démarche d'expérience langagière plurilingue, mais par le biais de l'intervention, et notamment l'intervention éducative et formative, c'est-à-dire faire découvrir, faire explorer par l'expérience le potentiel créatif
de justement cette expérience langagière plurilingue, en se découvrant plurilingue, en s'assumant plurilingue, comment faire en sorte que apprenants, étudiants, etc., enfin plus particulièrement les étudiants, puissent eux-mêmes agir et constituer cette société plurielle dont il est question dans le projet et que nous abordons dans la table de cet après-midi. Voilà pour 2 petites minutes. Merci beaucoup pour votre attention et à nouveau, on vous présente toutes nos excuses de la part d'Aude Bretelier. Merci. Alors, comme le temps nous est compté, je propose de passer sans transition à l'exposé d'Émilie Valézac, qui est professeure de littérature britannique contemporaine et membre du CRINI, je crois, à Nantes Université. C'est ça, oui. Bonjour à toutes et à tous. Désolée de ne pas pouvoir être là en présentiel. Cette table ronde qui est donc consacrée, intitulée Penser les mondes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, j'ai voulu me saisir de cette occasion pour vous parler d'une formation nouvelle à Nantes Université, qui est le parcours de master humanité environnementale, qui a été créé à l'initiative de Sylvie Nile, qui est professeure de civilisation britannique ici à Nantes, et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc j'assure aussi la co-responsabilité avec elle, et qui a donc accueilli sa première promotion d'étudiante cette année. Et donc brièvement, c'est l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu la philosophie de ce master, de cette formation, l'architecture, et puis concrètement l'ancrage dans le territoire local, régional du master. Donc l'ambition de la philosophie de ce master, c'était d'additionner les savoirs, les méthodologies, les approches dans une optique pluridisciplinaire, pour former des étudiants généralistes capables de s'approprier les questionnements de manière interdisciplinaire. Donc pluridisciplinaire, voilà, on additionne, et interdisciplinaire, on va essayer de croiser les approches pour aborder les questions environnementales. C'est pour ça que il s'intitule Humanité environnementale, puisque ce champ de recherche qui a émergé, on va dire, de manière un peu formalisée dans les années 2010, précisément veut aborder la complexité des questions environnementales sous l'angle de leur hybridité, c'est-à-dire une seule discipline n'est pas suffisante pour rendre compte de la complexité des questions écologiques, et donc il s'agit de décloisonner les disciplines. L'ambition par conséquent de la formation des étudiants de ce master, c'est d'essayer d'en faire des médiateurs. Alors on n'a pas encore de recul, c'est la première promotion, des médiateurs où moi j'aime bien le terme d'Isabelle Stengers qui parle de diplomates qui vont donc agir en intercesseur entre différents acteurs, y compris entre acteurs humains et non humains. Et donc l'architecture du master, elle a été pensée justement en associant les disciplines au sein d'UE qui regroupe, qui sont articulées à des compétences communes et selon une progression chronologique. C'est-à-dire là aussi, ça fait écho à l'intitulé de la table ronde, puisque la première année de master qui est en train de se terminer, le choix qui a été fait a été celui d'aborder la perspective du temps long. Et la deuxième année de master, qui commencera donc l'an prochain, elle traitera des problématiques contemporaines de ce qu'on appelle aujourd'hui désormais l'anthropocène. Donc en M1, ce sont des compétences d'explication et d'interprétation des savoirs qui s'articulent à l'enseignement des sciences du vivant, de l'histoire environnementale et de l'anthropologie de l'environnement. D'une part, et d'autre part la question des représentations et des affects, qui elle est traitée sous l'angle littéraire, civilisationnel et cosmologique. Et donc en M2, ce seront les théories, les pratiques des interdépendances qui seront abordées par le biais du droit, de l'économie et de la littérature. Concrètement, l'équipe enseignante du master, dont plusieurs membres sont ici aujourd'hui,
Elle représente un panorama pluridisciplinaire avec des enseignants habitués au dialogue entre les disciplines. Et de la même manière, le recrutement des étudiants vise à panacher les horizons de formation. Cette année, par exemple, on a des étudiantes issues des beaux-arts, des formations en langue, d'infocom, de philo, de lettres. Et on est en train de préparer le recrutement de la prochaine promotion. Je voulais terminer sur les partenariats du master, parce que l'idée c'est d'avoir c'est de fournir aux étudiants une expérience professionnelle qui soit ancrée sur le terrain. Et bon, je vais donner un seul exemple concret qui est celui du voyage d'immersion sur l'île Dieu, qui a inauguré l'ouverture du master en octobre dernier, et qui associait à la fois l'équipe pédagogique, les porteuses du projet de recherche Odysseus, qui est porté conjointement par l'IGARIN, l'association Yeux Demain et la municipalité de l'Île-Dieu, la compagnie de théâtre Le Marlou, qui est basée sur l'Île-Dieu, et les animateurs du jeu sérieux Nantes Futurable. Et donc, sur cette semaine de terrain, le travail qu'ont fait les étudiantes, c'était d'abord un travail d'enquête auprès des élus, des habitants, des commerçants sur différentes thématiques, qui a ensuite donné lieu à la scénarisation d'un jeu sérieux qu'elles ont animé lors de l'avant-dernière soirée auprès des habitants de l'Île-Dieu. Voilà. Merci. Pour ce dernier exposé, par Shadia Arab, Catel Brestik et Naïma Hanafi, Université d'Angers, Axe SFR Confluence. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Pour cette table ronde, nous avons choisi de vous présenter le mode de fonctionnement et les grandes lignes de l'axe 2 de la SFR Confluence qui s'intitule Changement social, genre, discrimination et inégalité. Je suis Naïma Hanafi, je suis maîtresse de conférences en histoire moderne et contemporaine donc à l'Université d'Angers au sein du laboratoire TEMOS, et je suis co-responsable de cet axe avec deux collègues, Shadia Arab, qui elle est chercheuse au sein du laboratoire ESO, donc en géographie, et Catel Brestik, qui elle est maîtresse de conférences au CIRPAL et spécialisée dans les études germaniques. Bien, l'axe 2 a été créé à l'issue d'une dynamique collective qui regroupait des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et sociales qui mobilisaient plus particulièrement le genre, notamment grâce à la dynamique qui a été impulsée par le programme régional JEDI, genre et discrimination, LGBTophobe, qui a été porté par Christine Barr dans la deuxième moitié des années 2010. Les grandes lignes, on va dire les lignes directrices de notre axe, sont orientées autour des réflexions épistémologiques et méthodologiques portant sur la dynamique des changements sociaux, qu'ils soient anciens ou contemporains. Puisque le rythme soutenu de transformation des sociétés nous semble important à investiguer avec une étude attentive des mutations, des effets aussi de ces transformations sur le champ social. Alors on peut citer plusieurs dynamiques qui ont été impulsées par la mondialisation, l'urbanisation accélérée du monde, les mobilités aussi accrues de résidence, de travail ou encore de loisirs, mais aussi les crises environnementales et sanitaires, la recherche d'un développement durable et équitable, ou encore donc les transformations relativement récentes des relations entre les générations ou entre les hommes et les femmes. Et donc au cœur de ces changements sociaux, une attention spécifique est portée aux phénomènes d'inégalité et de discrimination, c'est-à-dire à leur genèse, mais aussi à leur reconfiguration, ainsi qu'aux implications politiques, sociales, culturelles ou économiques. Les études donc de genre, qui sont très dynamiques à l'Université d'Angers, constituent aussi un des cas d'analyse privilégiés pour saisir les permanences et les évolutions de la structuration des sociétés contemporaines. Bien sûr, on peut parler de l'avancée des droits des femmes ou des personnes LGBTQI, mais aussi plus largement la fabrique des identités de genre ou encore la diversité des sexualités. Dans ces perspectives, nous avons aussi privilégié des approches intersectionnelles, c'est-à-dire qui visent à croiser les questions de genre, de classe sociale,
sociale, de race, mais aussi d'âge, de religion, de sexualité ou de handicap. Et ces perspectives intersectionnelles constituent donc, à nos yeux, des leviers indispensables à l'étude des changements sociaux et constituent donc un terrain d'investigation des chercheurs et chercheuses de l'Axe 2 qui vont privilégier de toute façon une approche pluridisciplinaire mais aussi multiscalaire de ces différents phénomènes, puisqu'il s'agit pour nous de rendre visible la diversité des trajectoires sociales mais aussi des expériences subjectives de façon à souligner ce qu'on appelle la consubstantialité des rapports sociaux. Donc ça, c'est, on va dire, pour les grandes lignes, l'orientation générale de cet axe, et Catel Brestic vous présentera bientôt en fait notre organisation et notamment la façon dont nous déployons ces questionnements au travers de notre séminaire annuel. Je finirai par dire que nous avons noué différents partenariats au sein de l'Université d'Angers, notamment avec le mois du genre, puisque nous faisons un certain nombre de séminaires en commun. Nous avons aussi une présence de l'Axe 2 à un niveau plus national, avec une présence forte au sein du GIS Institut du genre, notamment via le prix des masters qui a lieu chaque année, ou le prix des thèses, et puis aussi des partenariats avec les universités étrangères. Et là, je laisserai Shadia Arab nous préciser tout à l'heure les choses. Les activités de l'axe 2 de la SFR portant sur le changement social, genre, discrimination et inégalité se nouent autour du séminaire d'Axe qui a lieu sur un rythme mensuel ou une fois tous les 2 mois à raison de 5 à 6 séminaires minimum dans l'année. Ce séminaire consiste en une conférence donnée sur une thématique choisie en amont collectivement. J'y reviendrai pour 1 an ou pour 2 ans. Et cette conférence est suivie d'échanges d'abord formels dans le cadre du séminaire, puis informels entre les intervenants, intervenantes, participants, participantes, autour d'un déjeuner commun. En plus de ce séminaire sous format relativement classique, l'Axe propose régulièrement un atelier de lutte contre les inégalités et les discriminations à l'Université d'Angers, organisé avec les associations de l'université comme le collectif Luciole ou la mission Égalité et ou le représentant ou la représentante chargée de mission Racisme et Antisémitisme. Le dernier de ces ateliers s'est tenu en mai 2022. Annuellement, le séminaire propose également un atelier de jeunes chercheuses, jeunes chercheurs et ou de doctorantes, doctorants qui consiste à un échange, une table ronde sur la présentation de plusieurs jeunes collègues, ou en tout cas qui présentent des recherches jeunes et novatrices sur les thématiques qui intéressent l'Axe, pour nouer également un dialogue entre chercheuses et chercheurs installés et jeunes chercheuses, jeunes chercheurs. Ces séminaires, ces ateliers, ces activités d'Axe se font parfois dans le cadre du mois du genre, avec un partenariat avec le mois du genre qui a lieu annuellement à l'Université d'Angers, sur les thématiques desquelles l'Axe peut se raccrocher, avec le partenariat du Master études sur le genre, notamment avec une présentation annuelle du D-Master, et en collaboration avec les collectifs de l'Université d'Angers, mais également des collectifs hors Université d'Angers, de la société civile, qui participent régulièrement aux activités de l'Axe et aux séminaires. Pour donner quelques idées plus précises des travaux de l'Axe, vous trouverez les 3 thématiques des dernières années, donc sexualité, genre et migration en 2021-2022, et depuis 2022, le séminaire racisme qui est amené à se prolonger l'année prochaine, puisque les réflexions et les échanges ont été riches et nourris. Ce séminaire, donc, qui a lieu à rythme mensuel ou une fois tous les 2 mois, voit l'intervention de collègues internes à l'Université d'Angers, mais aussi de collègues venus d'autres universités françaises, mais également de collègues de l'international. Par exemple, Fatima Eid Belmdani qui a proposé en novembre 2021 la conférence inaugurale sur la thématique genre et migration, ou cette année Abdelali Hadjat qui a de nouveau proposé la conférence inaugurale sur la thématique racisme. Bonjour à toutes et à tous. Donc à mon tour de prendre la parole. Donc je suis Shadia Arab, je suis géographe de l'UMR ESO et je suis une des 3 co-animatrices de l'axe 2 genre, changement social, genre, discrimination et inégalité. Alors
Depuis maintenant 2 mois et demi, je suis en accueil à l'université de Casablanca dans un laboratoire de sociologie et j'ai proposé de poursuivre un peu les réflexions qu'on menait dans le cadre de l'axe 2 en créant un séminaire qui s'intitule Genre et changement social et qui a lieu donc à l'université de Casa, la faculté de Ain Chouk, qui est une faculté de lettres et de sciences humaines. Et vous allez voir qu'il y a tout à fait un écho et du sens par rapport à l'axe 2, puisque c'est une forme de poursuite, de prolongation de ce qui se passe, mais au niveau international. On a aussi des collègues qui nous viennent de l'axe 2 ou de l'université d'Angers, des différents laboratoires. Je pense donc à moi-même qui ai ouvert ce cycle de séminaire avec ma collègue Leïla Boissria sur genre et travail, mais aussi à Naïma Nafi et Katel Brestik qui sont actuellement au Maroc, et c'est pour ça qu'on ne peut pas communiquer en présentiel, qui vont présenter un travail sur genre, race et postcolonialisme à partir de leurs 2 ouvrages, mais aussi Christophe Guibert, qui est de l'UMR Réseau, qui va présenter un travail sur genre et musique métal. La deuxième partie de l'année, on va pouvoir reprendre avec Marien Gouillon, qui était en postdoc avec moi sur les questions de migration et de sexualité. Il avait organisé d'ailleurs, dans le cadre de l'axe 2, un séminaire qui avait pour thématique les sexualités, qu'on avait co-animé avec Naïma Nafi les années précédentes. Et nous faisons aussi venir Christine Barr, professeure d'histoire sur féminisme et genre, et changement social, ce que nous apprend l'iconographie, notamment à partir du travail qu'elle a effectué depuis de nombreuses années. Et enfin, nous faisons venir Jalal Mesbah sur les carrières militantes déviantes des Femmes, transgression de genre et effet d'étiquetage, qui a fait sa thèse en histoire à l'UMR Thémos et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il a apporté sur les questions de genre à travers sa thèse. Enfin, toujours au niveau international, le master genre, études sur le genre, parcours corps et biopolitique et discrimination, qui est co-accrédité par les universités de Bretagne occidentale, de Maine, de Nantes et de Rennes 2, mais qui est dirigé depuis Angers par Naïma Nafi, et le master genre, société et culture de Casablanca, qui est un des plus anciens masters sur le genre au Maroc, et qui est hébergé à l'université de Casa, là où je suis moi-même accueillie. On est en train de travailler un conventionnement, un partenariat scientifique pour pouvoir à la fois faire des échanges d'étudiants, mais aussi de collègues universitaires. La venue de Naïma Nafi et Katel Brestik en tant qu'enseignante de ce master genre et moi-même va nous permettre de consolider ce partenariat et ce conventionnement, puisque nous avons une réunion le mardi après-midi avec les collègues qui portent ce master genre, société et culture au Maroc. Donc nous vous en dirons beaucoup plus par la suite. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous nous excusons encore une fois d'avoir envoyé cette capsule plutôt que d'être avec vous en présentiel, et nous espérons que ça va susciter quand même des échanges, de pouvoir avoir cette visibilité des activités que nous avons menées dans le cadre de l'axe 2, changement social, genre, discrimination et inégalité, mais aussi des perspectives que nous ouvrons au niveau international du fait de ma présence ici même. Merci encore. C'est fini. Oui, je vous propose de clore cette table ronde. Je laisse la parole à Frédéric Leblay, directeur de la MSH. Donc le mot de la fin, pour vous dire que cet événement que j'ai présenté ce matin en introduction comme étant inédit ne restera peut-être pas exceptionnel. Nous n'avons à ce jour évidemment pas envisagé de suite particulière, parce que tout ça doit faire l'objet d'une réflexion, d'un partage et de retour d'expérience. Donc nous serons très très preneurs de vos retours sur cette journée, parce que si nous en saisissons la pertinence à travers vos retours, nous pourrions imaginer de reproduire ce type de rencontre. C'était beaucoup de ceux qui étaient sur site à Nantes me l'ont dit directement aujourd'hui, et j'imagine que ça a pu être la même chose sur les sites d'Angers et du Mans.
un des aspects très très fructueux de cette journée, c'est que beaucoup de chercheurs m'ont dit, mais on a eu tellement de plaisir à entendre parler des collègues, de leurs travaux, de leurs programmes, et notamment quand il s'agissait de collègues que nous ne connaissions pas ou que nous ne connaissions que de nom. Et ils nous ont dit c'est très très agréable parce que ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire dans nos labos, mais pas forcément dans des espaces qui permettent, toutes disciplines confondues, d'avoir des échanges. Nous avions un fil directeur aujourd'hui, dont vous avez vu, enfin même plusieurs fils directeurs en réalité, qui étaient volontairement très ouverts et très très larges. Et je crois que ça a permis justement la diversité des approches. Donc dans tous les cas, pour nous, il sera utile d'avoir vos retours, vos ressentis sur cette journée. Et si nous sentons qu'il y a la volonté, le désir collectif, nous pourrions imaginer de renouveler ce type de format, pas forcément à l'identique d'ailleurs, sous des modalités à travailler. Mais voilà, c'était quelque chose de nouveau pour nous. C'était un événement qui nous tenait à cœur, pour différentes raisons. La première, c'était que nous tenions absolument, parce que nous sommes une EMSH régionale, comme je le disais ce matin, tenions absolument à montrer à quel point notre ancrage et notre inscription sur un territoire donné ont du sens et prennent du sens, indépendamment des travaux qui sont les nôtres. Donc ça, c'était essentiel. Et puis l'autre raison pour laquelle cette rencontre nous tenait à cœur, c'est que voilà, je crois que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que nos 3 universités ont travaillé ensemble sur une même journée, vraiment comme si nous étions les uns avec les autres. On a vraiment eu l'impression d'être tous ensemble, et ça, je crois que c'était quelque chose de très plaisant. Merci à tout le monde. Merci.